Salut la machine, j'espère que tu es toujours au top. Dans cette série de vidéos sur la dynamique de la lithosphère, aujourd'hui on travaille sur les dorsales et la divergence océanique. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors on l'a vu, la surface de la Terre est découpée en plaques rigides, douées de mouvement. Ces plaques occupent l'épaisseur de la lithosphère, c'est-à-dire croûte plus manteau lithosphérique, et vont présenter trois sortes de mouvements. Des mouvements de cisaillement, des mouvements de convergence et des mouvements de divergence. Les mouvements de divergence coïncident avec la présence d'une cellule de convection. Ainsi, à l'aplomb d'une dorsale, selon Holmes en 1929, je vous rappelle, on l'a vu dans une vidéo précédente, eh bien, il y a du matériel chaud qui remonte. Ce matériel chaud va buter contre la lithosphère et il va partir sur les côtés. Et qui dit apport de matière au niveau des dorsales, dit forcément production de lithosphère océanique. Et oui, parce que les dorsales, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chaînes de volcans sous-marins. Donc, nous avons une chambre magmatique, donc nous avons du magma qui stocke, donc nous avons du magma qui va sortir. Et ici, nous allons avoir un volcanisme sous-marin de type effusif, c'est-à-dire qui coule, qui n'explose pas. Et ce volcanisme sous-marin va être à l'origine des pylolavas et des basaltes, et la chambre magmatique va être à l'origine des gabbros que l'on retrouve dans la croûte océanique. Et donc, si on crée de la croûte océanique, avec l'expansion océanique dont on a déjà parlé, forcément, il y a de la péridotite qui va être entraînée. Donc, on va avoir un bloc complet qui va se former. C'est ce qu'on appelle la lithosphère. Et si jusqu'à présent, tout ça, c'était des théories, la tomographie sismique a confirmé la présence d'un matériau en fusion partielle sous les dorsales. Et oui, je vous rappelle que nos petites ondes sismiques, elles ne circulent pas bien dans ce qui est ductile ou liquide. Donc, en fonction de la vitesse de circulation des ondes, on va pouvoir distinguer des zones rigides en bleu et des zones ductiles chaudes en rouge. Et qu'est-ce qu'on constate sous la dorsale ici qui se trouve à l'est du Pacifique? Eh bien, nous avons une zone rouge chaude à très faible profondeur. Mais il n'y a pas de machin chaud qui monte depuis les profondeurs. Ce qui veut dire que le matériau constituant le manteau, la péridotite, monte, mais elle va entrer en fusion qu'au niveau de la surface. Enfin, la surface, pas là où on marche, mais juste dessous. Alors, on peut se demander pourquoi ça fond juste sous la surface alors qu'il fait plus chaud à l'intérieur. Eh bien, travaillons sur ce qu'on appelle le diagramme de phase de la péridotite. Un diagramme de phase va être déterminé en laboratoire. On va prendre une roche, on la met dans différentes conditions de pression-température et on observe si elle fond ou pas. Et on va distinguer trois possibilités. Soit la roche reste solide, soit elle entre en fusion partielle, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de la roche qui reste solide et il y a une partie qui devient liquide, soit la roche devient totalement liquide. Et ceci va bien sûr dépendre des conditions de pression et de température qu'on a offert à la roche. Si je prends par exemple une roche, je la monte à 1100 degrés, mais en la mettant à une profondeur de 240 km, c'est-à-dire en la soumettant à une pression de 7,5 gigapascal. Eh bien, si je place mon point, je suis ici, et je suis où? Je suis dans du solide. Si je veux qu'à la même profondeur, ma roche fonde, il faut que je monte en température, où j'arrive ici dans des gammes de température allant d'environ 1700 à plus de 2000, 2002. Par contre, si je suis en surface, à faible pression, faible profondeur, vous voyez qu'il me suffit d'arriver à 1100 degrés pour que la roche commence à fondre et qu'à 1800 degrés, elle devienne totalement liquide. Donc ces deux lignes-là, qu'on appelle le solidus et le liquidus, ce sont des lignes, des droites. Elles sont donc constituées de points. Chaque point a des coordonnées, c'est-à-dire une combinaison de température et de pression. Donc en laboratoire, on détermine l'ensemble des combinaisons température-pression qui correspondent au dernier état solide de la roche avant qu'elle commence à devenir liquide en partie. C'est ce qu'on appelle donc le solidus. Et on va déterminer l'ensemble des conditions pression-température, l'ensemble des points qui vont tracer la ligne du liquidus, c'est-à-dire le dernier stade de combinaison température-pression qui va permettre à la roche d'être uniquement en fusion partielle et de passer en fusion totale. Donc si ma roche, elle fond ici à faible profondeur au niveau de la dorsale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma roche, elle est rentrée dans cette partie-là du graphique. Nous sommes à faible profondeur, nous avons donc une faible pression et nous avons donc forcément une température supérieure à 1100 degrés. Ce qui veut dire que sous la dorsale, on est au moins dans cette gamme de température à une pression très faible puisque nous sommes juste sur la surface, environ à 20 km de profondeur. Alors si je prends la répartition des isothermes sous la dorsale, je vous rappelle qu'un isotherme, c'est une ligne d'égale température. Et bien qu'est-ce qui se passe? La profondeur est régulière là où il n'y a pas de dorsale, mais là où il y a des dorsales, ça remonte.
Ça veut dire quoi? Que mon isotherme 1300, au lieu d'être à 80-100 km de profondeur, il se retrouve à 20 km de profondeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ça fond, puisqu'on a dit, pour fondre, il faut dépasser les 1100 degrés. Donc, si à l'aplomb de la dorsale, à faible profondeur, j'ai 1300 degrés, eh bien, je fonds. Enfin, pas moi, la roche qui constitue le manteau, c'est-à-dire la péridotite. Alors, cette répartition des isothermes, elle explique la position du géotherme sous les dorsales. En effet, au niveau de la lithosphère océanique classique, le géotherme a cette allure. Je vous rappelle qu'un géotherme, c'est une courbe qui représente l'évolution de la température en fonction de la profondeur. Eh bien, que se passe-t-il sous une dorsale? Le géotherme est déformé, on dit qu'il s'est déplacé. Et quand on analyse ces pentes, parce qu'il y en a deux principales, on voit qu'au départ, on a une pente très faible, ce qui correspond à un gradient très fort. Et je vous rappelle qu'un gradient fort correspond à une différence de température très importante pour une faible profondeur. Ça veut dire que sous la dorsale, on ne s'enfonce pas profond puis on se réchauffe très vite. Et qu'arrivé à environ à 20 km de profondeur, qu'est-ce qui se passe? La température reste constante, quelle que soit la profondeur. Dans cette partie du géotherme, nous avons un gradient faible, ce qui veut dire que nous avons une faible différence de température pour une forte augmentation de profondeur. Ce qui veut dire que la température sous la dorsale est homogène au fur et à mesure que l'on s'enfonce. Ça prouve bien qu'on a ici une masse homogène de matière qui est chaude. Et ça, c'est cohérent avec la branche ascendante d'une cellule de convection. Or, si la température du matériau qui monte reste constante, il y a un paramètre qui change. C'est la pression. Effectivement, prenez un matériau à cette profondeur, à une température donnée, montez-le moins profondément à la même température, sa pression va diminuer. On parle de décompression adiabatique. Pourquoi? Parce qu'on a une diminution de la pression sans changement de la température. Alors, ce qui veut dire que si notre matériau, ici la péridotite, elle est chaude, elle remonte et elle change de pression, ça veut dire que dans son diagramme de phase, elle se déplace et qu'à un moment donné, sous la dorsale, à faible profondeur, elle va passer les conditions de pression-température qui lui permettent à ce moment-là d'entrer en fusion partielle. Et si je m'amuse à mettre un papier calque avec le géotherme de la dorsale sur le diagramme de pression-température, regardez ce qui se passe. Tadam! Effectivement, le géotherme sous la dorsale, effectivement, rentre dans la partie solide-liquide de la péridotite, c'est-à-dire que nous avons ici des conditions pression-température qui permettent à la roche d'entrer en fusion partielle. Et voilà d'où vient le magma des volcans des dorsales. Donc vous l'avez compris, l'activité volcanique des dorsales dépend des conditions pression-température. Et donc, en fonction du pourcentage de fusion partielle atteint, et donc en fonction de la quantité de magma produit, on va avoir des dorsales qui vont être très rapides, parce qu'elles vont produire beaucoup de magma, et des dorsales un peu moins rapides, parce qu'elles produisent très peu de magma. On ne va pas avoir les mêmes reliefs en fonction de la vitesse d'accrétion des dorsales. Quand on a une dorsale rapide, c'est une dorsale donc qui est alimentée par une grosse masse de magma, on a un fort taux de fusion partielle, et de ce fait, on va avoir un bombement du plancher océanique. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme chambre magmatique juste dessous. Dans le cas des dorsales lentes, où les mouvements tectoniques sont plus importants que l'activité volcanique, on va avoir un effondrement d'une vallée centrale qu'on appelle un rift. Pourquoi? Parce que ça tire sur les côtés, sauf qu'on ne produit pas de matière ici, donc on ne bouge pas le trou, donc ça fait plouf, ça tombe. Voilà, tout simplement. Donc on a des failles normales avec des effondrements qui créent une vallée qu'on appelle un rift. Alors vous allez me dire, les dorsales intermédiaires, elles font comment? Elles font un peu des deux. Elles ont une grosse chambre magmatique, ça bombe un petit peu, mais comme c'est pas suffisamment constant, on a un petit effondrement au sommet. Donc en fait, on va avoir un bombement du plancher avec un rift central au sommet. Alors revenons sur le fonctionnement d'une dorsale rapide et voyons comment elle peut être à l'origine de la fabrication de la lithosphère océanique. Si la dorsale correspond à une chaîne de volcans sous-marins, il ne faut pas imaginer que sa structure ressemble à celle des volcans terrestres, dans lesquels on va observer des chambres magmatiques correspondant à des réservoirs superficiels alimentés par un magma mantélique. Cette structure, vous devez l'imaginer comme la mie du pain, dans laquelle vous avez des circulations de gaz et à certains endroits, vous avez des poches de gaz plus importantes, ce sont les alvéoles de la mie. Dans le cas d'une dorsale rapide, la chambre magmatique n'a pas vraiment l'allure d'une grosse boule. Elle a plutôt l'allure d'un prisme, d'une tente, car il faut bien imaginer ce dessin en 3 dimensions. Alors pourquoi observons-nous cette forme? Tout simplement parce que nous avons le sommet d'un diapyre qui vient buter sous la croûte océanique. Ce diapyre correspond à une masse de l'airolite solide, ductile et chaude qui remonte. Pourquoi ce diapyre remonte-t-il? Eh bien tout simplement parce que la lithosphère subit un mouvement d'entraînement
qui crée de la place permettant à du matériau chaud et ductile de remonter. Mais voilà, ce matériau, s'il arrive d'une faible profondeur, quand je dis faible, je parle relativement par rapport à la profondeur du noyau, ce matériau arrive de l'asténosphère, donc on est environ à 200 km de profondeur, donc ce matériau va subir une décompression adiabatique sans perte de chaleur. Résultat, la lerzolite va entrer en fusion partielle jusqu'à un taux de 28%, ce qui va produire un liquide basaltique qui va, lui, s'intégrer à la croûte. Donc vous pensez bien qu'au tout début de l'histoire d'une dorsale, il y a une croûte complète, et quand un diapyre arrive, il va être confronté à la croûte existante, et il va y avoir ce qu'on appelle une assimilation, c'est-à-dire un mélange de l'ancienne croûte qui sera fondue et ajoutée au liquide produit par le diapyre. Quand on étudie une dorsale actuellement, on ne voit pas ce phénomène, puisque le creux a déjà été formé dans la croûte. Vous avez du mal à comprendre la forme de ce creux? Attendez, petite expérience. Voici une croûte océanique bien froide. Voici un diapyre, le pilon de mon mortier. Il représente ici la masse de péridotite chaude et ductile. Et cette masse de péridotite arrive au contact de la croûte qui est froide. Et vous pouvez constater qu'il y a fusion et qu'au fur et à mesure du temps, une cavité s'est creusée. C'est notre chambre magmatique. La limite de mon modèle ici, c'est qu'effectivement, le magma produit devrait sortir de l'autre côté. Hein. Mais bon, bref, vous avez compris. Il y a un machin chaud qui arrive et ça creuse. Donc, suite à cette fusion partielle, il ne faut pas oublier que s'il y a fusion partielle, il y a un liquide qui en sort, qui est extrait, qui se déplace, mais il y a également une roche résiduelle que l'on va appeler une asburgite. Une lerzolite est une roche qui est constituée principalement d'olivine en vert et de pyroxène en noir. Quand elle va être soumise à une fusion partielle, nous allons avoir préférentiellement les pyroxènes qui vont fondre et donner le liquide magmatique. Ainsi, la harzburgite sera une roche résiduelle enrichie en olivine. Et elle aussi peut subir un phénomène de fusion partielle qui sera à l'origine d'un liquide basaltique. Il ne restera donc à la fin que ce que l'on appelle une dunite, c'est-à-dire un cumulat d'olivine. Bien sûr, quand le liquide se forme, il commence à circuler et il entraîne avec lui les cristaux qui n'ont pas fondu. Sauf que sous leur propre poids, ces cristaux vont rester ici, et on va donc observer la formation d'un lit de cristaux d'olivine à la frontière entre le diapyre et la chambre magmatique, formant des dunites. C'est pour ça que de temps en temps, quand on récupère des roches volcaniques, on peut trouver des morceaux de dunite en enclave, c'est-à-dire à l'intérieur d'un morceau de basalte. La lithosphère subissant un étirement, on va avoir amincissement de la couche de dunite en raison de la vitesse d'entraînement qui est assez rapide. Intéressons-nous maintenant au devenir de ce liquide basaltique, puisque finalement c'est lui qui nous intéresse le plus. C'est lui qui rentre dans cette chambre magmatique. Alors, que se passe-t-il à ce niveau-là? Le liquide, il est chaud, moins dense, il va monter. Et donc, lors de la toute première formation de cette chambre magmatique, il y a eu mise en place de ce qu'on appelle une lentille magmatique, c'est-à-dire une poche de magma liquide. Aujourd'hui, les études de géophysique montrent bien que nous avons ici quelque chose de liquide, alors qu'ici nous avons finalement quelque chose de solide qui contient des intrusions de liquide. Et pour vous expliquer la mise en place de ce système, je vais utiliser des graineries qui vont représenter les cristaux des roches produites à ce niveau-là. Je vais utiliser le riz rouge de Camargue pour faire l'olivine, blanc pour les plagioclases et le noir pour les pyroxènes. Donc notre magma se trouve ici. Alors le défaut de ma démonstration, c'est que je suis censée vous montrer des éléments chimiques dissociés, or là je vous montre déjà des cristaux. Bon, un petit peu d'imagination. On a donc ici des éléments chimiques qui sont agités à cause de la chaleur, sauf que le liquide au contact de la paroi de cette chambre magmatique va se refroidir, parce que l'eau est à 4 degrés, et quand elle s'infiltre dans la croûte, forcément elle la refroidit. Donc qu'est-ce qui se passe? Si le magma au contact de la paroi refroidit, il y aura moins d'agitation des molécules, les éléments chimiques vont s'associer ensemble et former des cristaux. Et les premiers cristaux à se former, ce sont les olivines, parce que ce sont les minéraux qui supportent le moins la baisse de température. Or, ce magma est monté à des températures élevées, et quand il refroidit, l'olivine se forme. Les cristaux suivants à se former sont les pyroxènes, et les derniers, ce sont les plagioclases. Nous allons avoir ici un litage des minéraux. Et si on observe bien la base de la croûte océanique, on observe ce qu'on appelle des gabbros lités. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'au bout d'un moment, la base de cette lentille magmatique va être trop lourde, elle va s'effondrer sur elle-même.
Pourquoi elle va s'effondrer aussi sur elle-même? Parce que même si elle est lourde, nous avons des mouvements d'entraînement qui vont fragiliser le plancher et comme il est déjà bien lourd, il va s'effondrer. Et donc ce plancher lité va descendre progressivement vers le bas de la chambre magmatique. N'oubliez pas que l'alimentation de cette lentille magmatique est continue. Pourquoi? Parce qu'on a un fort taux de fusion partielle. Donc il y a toujours du liquide basaltique qui remonte. Ce qui veut dire qu'au-dessus de ce litage de minéraux, nous avons des minéraux cristallisés qui ne se sont pas encore déposés et qui sont un peu disposés dans tous les sens. Donc au fur et à mesure que l'entraînement s'effectue, nous avons donc les gabrolités qui descendent sous leur propre poids et qui sont entraînés sur les côtés. Et vous voyez que l'alignement correspond à l'alignement des cristaux des gabrolités qu'on observe sur les côtés. Donc tous les gabrolités que vous voyez ici, au départ, ils étaient là et ils se sont enfoncés et étirés sur les côtés. Ceux qui sont formés au contact de la chambre magmatique sont entraînés sur les côtés. Et nous allons donc avoir sur les côtés des gabbros non lités avec des cristaux disposés dans tous les sens. Donc on récapitule. Dans la lentille magmatique, nous avons une arrivée de liquide basaltique qui va refroidir au contact du sommet de la croûte qui est refroidi par l'eau et nous allons avoir une pluie de cristaux qui va se former. Ces cristaux vont se déposer au fond de la chambre magmatique et les premiers à se déposer sont les premiers formés, c'est-à-dire les olivines. Puis ensuite viendront les pyroxènes et enfin les plagioclases. Comme on a des séries de cristallisation les unes à la suite des autres, on va parler de cristallisation fractionnée. L'ensemble va être entraîné par le mouvement de divergence, va s'effondrer sur lui-même et nous aurons donc des gabrolités et des gabbros. Vous me direz, le magma qui est ici, il lui arrive quoi? Lui, il va sortir. Et donc, on voit des complexes filoniens. Pourquoi? Parce qu'un filon, ça correspond à une sortie de magma, une cheminée de magma. Et quand la pression aura diminué dans ce filon, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus assez de gaz pour pousser, pour que ça sorte, le magma qui était dans la cheminée va se figer sur place et va créer donc un filon de basalte. Et le magma arrivé en surface va s'épancher et refroidir très rapidement au contact de l'eau de mer froide, formant des masses arrondies qu'on appelle des pilolavas. Donc dans un gabbro, on a des feldspaths plagioclases en blanc et nous avons des pyroxènes en noir. Et donc si ces cristaux sont bien visibles parce qu'ils sont gros, c'est parce qu'ils ont eu le temps de se former. Comme ces cristaux de vanilline que vous voyez ici en train de se former, car nous sommes dans une expérience de refroidissement lent de la vanilline que nous avons chauffée. Le basalte, au contraire du gabbro, est issu d'un refroidissement plutôt rapide. Ici, vous avez une pâte non cristallisée noire, appelée la mésostase, qui contient des gros cristaux d'olivine. Comment ça se fait? Si les cristaux sont gros, c'est qu'ils ont eu le temps de se former, ça veut dire qu'il y a eu un refroidissement lent. Eh bien, ça s'est passé en deux étapes. Il y a d'abord eu cristallisation de l'olivine dans la chambre magmatique, mais l'olivine n'a pas eu le temps de se déposer au fond. Et à ce moment-là, nous avons eu une sortie du magma, entraînant avec lui les cristaux d'olivine. Le tout a été figé en surface. Pourquoi? 1200 degrés, ça sort. Au contact de 4 degrés, coincé, figé, refroidi, direct, net. Comme ces cristaux de vanilline que vous voyez au microscope et que j'ai refroidis rapidement, empêchant leur croissance. Donc on récapitule. La structure de la lithosphère qui se forme au niveau d'une dorsale rapide. Qu'est-ce qu'on a? On a de la péridotite dans le manteau lithosphérique qui va subir une fusion partielle. Le magma obtenu étant chaud et moins dense va remonter vers la surface, va subir un processus de cristallisation. On va donc observer à la base de la croûte du gabbro, au-dessus des filons de basalte, puis encore tout au-dessus des pilolavas de basalte et bien sûr des sédiments qui se sont déposés. Je vous rappelle que les sédiments, ce sont les particules apportées par les rivières et qui correspondent donc à la dégradation suite à l'érosion de nos roches continentales. Bref, lithosphère égale morceau de croûte océanique plus morceau de manteau lithosphérique égale péridotite, gabbro, basalte en filon, basalte pilolava, sédiments. Alors ça, c'est la lithosphère formée au niveau des dorsales rapides. Je vous ai parlé tout à l'heure des dorsales lentes. Dans une dorsale lente, on va avoir un rift central, un effondrement. Et on va avoir bien sûr des filons de basalte, du gabbro et une petite chambre magmatique. Sauf qu'en fait, on va avoir très peu de production volcanique parce que comme il y a un faible taux de fusion, il y a peu de magma. Donc on va avoir des toutes petites chambres magmatiques et donc on va avoir une faible production de croûte, mais également une faible production de lithosphère océanique, puisque je vous rappelle que la péridotite qui est dessous, elle reste accrochée au gabbro qui est au-dessus. Bref. Le problème, c'est qu'on est dans un contexte de divergence, ce qui veut dire que l'activité tectonique, à un moment donné, va être supérieure à l'activité volcanique de la dorsale. Eh bien, on a un rift à faible activité volcanique. Qu'est-ce qui se passe? Il est étiré. S'il est étiré, il se casse.
il se casse et ça fait un trou. Enfin, je sais pas, prenez un chewing-gum, tirez un chewing-gum, ça finit par casser. Bon, et bien maintenant, imaginez que sous votre chewing-gum, il y ait de la roche qui soit chaude et moins dense. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Cette roche, elle va remonter. Vous allez fracturer la croûte. Et bien, la péridotite mantélique, qui est juste dessous, apparaît donc en surface. Pourquoi? Ben, parce qu'elle est moins dense, parce qu'elle est plus chaude. Donc, elle est légère. Pouf, elle remonte. Et en remontant, on va avoir ces dômes de péridotite. Et ces dômes s'appellent des mégamullions. Donc quand on fait des coupes sur les fonds océaniques au niveau des dorsales lentes, on voit bien donc ces massifs de péridotite que l'on appelle également des Oceanic Core Complex en américain. Bref, vous avez donc ici un complexe de péridotite. Ainsi vous l'avez compris, la structure de la lithosphère océanique n'est pas du tout la même selon qu'on se trouve sous une dorsale rapide ou sous une dorsale lente. C'est donc la vitesse de divergence des dorsales qui conditionne la structure de la lithosphère océanique. Pigé? Bye bye!